notamment une période de questions-réponses vers la fin de l'événement. Alors, le projet EduFemme est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par le consortium de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le CECI. Le projet a démarré en 2020 et se termine 5 ans plus tard, donc ce mois-ci. Il a été mis en œuvre dans 3 camps de réfugiés au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, avec l'objectif principal d'autonomiser les filles et adolescentes réfugiées par l'éducation. Notre événement aujourd'hui va être divisé en 2 parties. Donc, dans un premier temps, on va écouter ou avoir l'opportunité d'avoir des brèves présentations des résultats du projet par des membres des organisations partenaires au Canada. Et puis, dans la seconde partie, on aura un panel qui permettra de mettre en lumière tout le travail réalisé par les partenaires rwandais, burundais et congolais. On aurait également la chance d'avoir avec nous l'évaluateur du projet. Et puis, pour terminer, comme je le mentionnais précédemment, il y aura une période de questions-réponses avec le public. Donc, on peut passer à la première partie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Garon pour quelques mots d'introduction. Madame Garon représente Affaires mondiales Canada, pardon, qui soutient le projet EduFemme depuis de nombreuses années. Nathalie Garon est directrice adjointe de la programmation de l'éducation avec les partenaires canadiens au sein de la direction des partenariats et de la programmation de l'aide internationale d'Affaires mondiales Canada depuis le mois d'août 2024. Madame Garon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Flavie. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, good afternoon, everyone. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je suis très heureuse de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui pour cet événement spécial. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le CECI pour l'organisation de la clôture globale du projet du FAM. Et au nom d'Affaires mondiales Canada, je peux confirmer que nous sommes très fiers d'avoir appuyé ce beau projet qui a permis de faire progresser la priorité du Canada en ce qui a trait à l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des filles et des jeunes femmes réfugiées déplacées dans la région des Grands Lacs. C'est donc avec des sentiments partagés que l'on se retrouve aujourd'hui. D'abord, un sentiment heureux et de fierté, j'en suis certaine, du devoir accompli quand on voit tout ce qui a été accompli au cours des 5 dernières années. Comme l'a mentionné Flavie, je viens tout juste de me joindre à cette belle équipe, mais donc je n'ai pas été témoin de toutes vos réalisations. Par contre, mon collègue Richard Poulain, qui vous transmet ses salutations, m'a beaucoup parlé du projet du FAM. Je pense qu'elle en était très fière. Et par contre, sur une note plus personnelle, puis comme je l'ai déjà mentionné à certains d'entre vous, j'ai travaillé sur l'approbation et la mise en œuvre du projet de lutte contre les violences faites aux femmes, le plus vif avec le CECI, il y a de ça déjà une dizaine d'années. J'avais même participé à l'événement de lancement du projet à Kigali en novembre 2010, donc ça fait exactement 14 ans. Et c'était un projet que je considérais comme mon bébé, puis j'avais même dit à ma patronne à l'époque, si ce projet-là n'est pas approuvé, je démissionne, parce que je considérais que c'était tellement important euh, de l'appuyer. Et puis bon, ben, je suis heureuse de... Heureusement, je suis encore là. Et donc, même si je n'ai pas eu le plaisir de suivre le projet du FAM, c'est tout de même un bonheur puis spécial pour moi de pouvoir participer à l'événement d'aujourd'hui. Donc, pour revenir au mélange des sentiments, malgré toute la fierté, il y a malheureusement toujours un sentiment de tristesse quand on met fin à un projet, surtout quand il a connu d'aussi beaux résultats. C'est la fin du projet comme tel, mais c'est pas, je veux dire, ça va continuer. Je pense qu'en termes de durabilité, il y a définitivement des acquis importants. Vous le savez aussi, le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Charlevoix, qui avait été lancée lors du G7 en 2018 au Canada. Et puis, j'aimerais souligner que mes collègues d'Affaires mondiales et moi sommes très reconnaissants de tous les efforts qui ont été faits dû au fait que les 55 projets sélectionnés dans le cadre de la proposition ont été confrontés à des défis importants. C'est des projets qui ont été mis en œuvre dans des contextes qui étaient souvent difficiles. Puis, sans compter, évidemment, l'effet de l'impact de la pandémie COVID-19 dans tous les secteurs, mais en particulier sur le secteur de l'éducation.
Je pense que ça a nécessité une grande résilience, une capacité d'adaptation incroyable et très rapide pour maintenir les apprentissages. Un fait intéressant, EduFemme est un des seuls projets régionaux qui a été mis en œuvre dans le cadre de cette initiative-là. Je pense que ça a été très intéressant de voir la collaboration entre les 3 pays, entre tous les partenaires impliqués et la façon dont chacun a pu bénéficier des leçons apprises et des meilleures pratiques auprès des autres. Je pense qu'en travaillant tous ensemble, vous avez démontré que vous pouviez obtenir des résultats vraiment importants. Ce projet, et puis je suis confiante en disant ça, va rester certainement comme un bel exemple de réussite qui aura permis de faire une différence dans la vie de bien des gens, en particulier dans la vie des filles et des jeunes femmes qui ont pu en bénéficier. Comme je le disais tout à l'heure, le travail n'est pas terminé, mais l'engagement des acteurs locaux, votre détermination, votre courage dans un contexte souvent difficile, sont tous des éléments qui indiquent que la région des Grands Lacs possède des actifs humains compétents sur lesquels l'avenir peut se bâtir. Puis enfin, je suis certaine que plusieurs d'entre vous êtes curieux, là, pour ce qui est du futur. À Affaires mondiales Canada, on attend impatiemment de savoir quelles seront les priorités du premier ministre du Canada, qui sera l'hôte du prochain G7 en juin 2025. D'ailleurs, je crois que l'annonce doit se faire aujourd'hui. Notre équipe a travaillé très, très fort depuis plus d'1 an sur l'élaboration d'une proposition spécifiquement pour l'éducation, dans le but d'obtenir du nouveau financement qui serait, en quelque sorte, un Charlevoix 2.0. Je n'ai pas besoin de vous dire ni de vous convaincre l'importance du rôle de l'éducation dans la lutte contre les inégalités, en particulier pour les jeunes filles, les jeunes réfugiés déplacés qui sont victimes de crises et de conflits. Donc, on espère tous sincèrement poursuivre cette belle aventure qu'a été l'initiative Charlevoix. Le Canada demeure fidèle à son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'éducation. Puis notre politique d'aide internationale continue de servir de feuille de route pour faire progresser l'égalité entre les sexes à l'échelle mondiale et dont l'éducation en est la pierre angulaire. En attendant, mais je me réjouis de vous entendre sur les principaux résultats d'EduFemme dans la prochaine heure et demie. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Toutes mes félicitations à chacune et chacun d'entre vous pour le travail remarquable qui a été accompli. Puis mes sincères remerciements au consortium Fondation Paul Gérin-Lajoie et le CECI pour avoir si bien représenté le Canada dans leur regroupement d'organisations qui cherchent à faire avancer le développement des pays dans la région des Grands Lacs. Sur ce, je vous souhaite un bel événement et au plaisir de vous entendre tous. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces quelques mots. Alors, je voulais préciser que nous avons un petit problème avec la traduction qui n'est pas disponible pour le moment. Donc, on espère pouvoir vous l'offrir dans les minutes qui viennent. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, avant de laisser la parole aux autres intervenantes et intervenants, nous allons diffuser une vidéo de quelques minutes qui montre les résultats du projet EduFemme et qui présente également des témoignages de personnes participantes au projet dans les 3 pays concernés. Le projet d'éducation des filles pour un avenir meilleur EduFemme, mis en œuvre au Burundi, en RDC et au Rwanda, cible les zones les plus touchées par les conflits pour offrir aux filles et aux femmes des opportunités éducatives et renforcer leur leadership communautaire. Depuis son lancement, ce projet a touché plus de 25 000 femmes, filles et adolescentes, y compris réfugiées et déplacées. Pour atteindre ces objectifs, le projet EduFemme s'est démarqué par un modèle intégré qui combine éducation, autonomisation et transformation sociale, soutenu par des initiatives communautaires innovantes. Grâce au contrat social, le projet a créé un engagement communautaire visant à garantir le respect des droits des filles et leur accès à l'éducation. Ce mécanisme renforce la cohésion sociale et la responsabilité collective pour promouvoir l'éducation des filles et lutter contre les normes culturelles rétrogrades. Contrat social twasanze abana n'abakobwa bari barasubiye inyuma tumaze guhugurwa tukamenya ko umwana w'umukobwa niyo bishaka twarinda asubira ku ishuri twagiye mu miryango turabumvisha ya miryango irahaguruka
nayo iradufasha ababyeyi bose ubu tuganira nabo ibintu byo kuvuga ngo by'imiryango by'iki bimwe bya karande ubu byarahagaze ubu nta bintu bigaragara pe. Pour répondre aux besoins et aux ambitions des filles et adolescentes en matière de scolarité, le projet EduFemme a mis en place un accompagnement individualisé. Ce soutien transformateur et émancipateur repose sur des relais communautaires, formés aux méthodes, outils et approches féministes développées par l'équipe du projet. Huko bafie benye tulikuwa tunakuta wako na shida za mingi, unajikuta fie anaweza soma selo na shida zenye wako nazo mafamilia vinasababisha hata soma huko beti tunakuta kwa masomo na vingine beti tunakutaga kunyumba. Sasa nikimkuta kunyumba tunaongea kwanza na ule fie, nikimaliza kuongea na ule fie naongea na mama huko. Mama sasa mwenyewe anaweza niambia na shida yake, unajikuta naye ananyanyasika munyumba. Ndabashimira cyane kuko baramfashije mu bihe bitoroshe nari ndimo. Umwanya nagomba mpebe ishure, muri uwo mwanya nyene niho baca bashika kuri tere. Ubu ngeze mu mwaka wa 4 w'inderabigisha. Narinze kugira imyaka hafi 15 tarabasha kubona ubufasha bwo kujya mu ishuri ngo ni baravuga ati kiriya kimuga, nanjye nkavuga ntabwo nzasubirayo. Mu by'ukuri EduFemme nabaga mu gipangu itaramfata, ntabwo najyaga njya hanze. Hari abamama ikigira abenshi ni abatica bitwa abamenda, nibo rero bagenda badufasha gutyo, baranyandikisha baranyandika, ananyiga mu wa mbere ndiga, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane ubu niho ngeze. Grâce à cette approche, plus de 2800 filles non scolarisées ont intégré ou réintégré l'école. Veuillez vous corriger jusqu'après, à présent. Le projet a aussi transformé 24 écoles primaires et secondaires en écoles sensibles au genre, où filles et garçons profitent d'un environnement d'apprentissage équitable et inclusif. Là, nous avons travaillé avec les écoles pour créer un environnement favorable à l'éducation de la jeune fille. Par exemple, il fallait qu'on applique une pédagogie sensible au genre, que les écoles disposent des espaces sûrs pour les filles. Icyambere rero yadufashije abarimu bumvise ko ari inshingano zabo, hari ibikorwa bifatika mu bikorwa remezo bagiye badufashamo, harimo nko gusana ubwiherero, harimo gusana ibyumba by'umukobwa ndetse no kubyongera, guhabwa ibikoresho by'icyumba cy'umukobwa ndetse n'ibikoresho by'isuku, harimo kwamenaja cyangwa se nanone gusana amasale de profe bongeramo intebe ndetse n'ameza, ndetse hari n'ibitabo byagiye bitangwa kugira ngo wa mwana w'umukobwa akomeze gufashwa ndetse no gusigasirwa. Hivi kila mtu iko huru kufanya venye anajisikia kwa masomo, uko huru kusema neno yoyote mbele ya wenzako wanafunzi au wanaume, maana hakuna ubaguzi yenye iko. Burya nibaza ko ari projet ya mbere yoba ikoze itora mwarimu, igashitora n'umunyeshuri, igashitora n'umuvyeyi, kugira ngo bose bamenye umwana uwariwe. N'uwo mwana amenye icyari, amenye n'ivyo yategezwa gukora. Le projet encourage les filles et les femmes à devenir des leaders et à jouer un rôle actif dans les décisions qui affectent leur vie et leur communauté. En renforçant leurs capacités, plus de 3500 filles en difficulté d'apprentissage et à risque d'abandon ont pu poursuivre leur scolarité grâce au soutien scolaire. Par ailleurs, le projet a mis en place des formations professionnelles adaptées, offrant aux filles des compétences pour renforcer leur autonomie. Ile kututia fasi moja ikabaki inatufundisha kisi mwanamke anaweza kujitegemea, na ndio sasa ilijiunga sasa ikatufatia kaajere kakudusaidia kufika mbele kupitia kwenye tuko. Nico rero nkengurukirako kuko ico gihe nabona yuko atacamaze ikintu nanze ko ari kurima gusa, ariko ubukurima ndarima, ubu no gushona ubu numva ndazi gushona. EduFemme rero nihezagirwe kandi ni yame ifasha nyene abikwiye gufasha kuko naje narushe. Les résultats du projet EduFemme sont clairs. Des milliers de filles ont intégré ou réintégré l'école. Grâce à l'engagement et à l'appropriation des communautés touchées, une nouvelle génération émerge, prête à surmonter les défis et à bâtir un avenir prometteur. Ce modèle, basé sur l'éducation et l'engagement communautaire, est une source d'inspiration pour d'autres régions souhaitant transformer la vie des filles et des femmes.
Alors, je vous confirme que la traduction est maintenant disponible. Et puis, donc, nous pouvons. I can confirm that live interpretation is now available. So we can continue with the rest of the event. Alors, j'accueille à présent Madame Florence Massicotte-Banville, qui est directrice des partenariats à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, où elle travaille depuis 10 ans. Avant d'occuper ce poste, elle était gestionnaire de projets internationaux et a notamment fait partie de l'équipe qui a co-construit et géré le projet EduFemme. Elle va nous présenter brièvement les principaux résultats du projet. Florence, c'est à vous. Merci beaucoup, Flavie. Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Effectivement, moi aussi, c'est avec émotion que je participe à ce webinaire de fin de projet car j'étais là à la genèse du projet dans les toutes premières discussions entre la Fondation et le CECI. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques-uns des principaux résultats du projet EduFemme. Donc, pour commencer, pour vous mettre en contexte, donc, le projet du FAM est le résultat d'un consortium entre la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI. Donc, on a vraiment voulu allier l'expertise de la Fondation en éducation avec l'expertise du CECI en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et d'égalité entre les femmes et les hommes pour mettre en œuvre ce beau projet. L'objectif initial était l'autonomisation par l'éducation de 22 000 filles, adolescentes et femmes. On a voulu cibler une zone pilote dans chacun des 3 pays qui était en fait une zone qui accueillait un camp de réfugiés dans chacun des 3 pays, donc où cohabitaient communautés de réfugiés et communautés d'accueil. Au total, ce sont 24 écoles primaires et secondaires qui ont été accompagnées par le projet qui a duré de 2020 à 2025, qui va se clôturer là, début 2025. On remercie évidemment Affaires mondiales Canada pour le soutien qui a financé le projet à hauteur de 15 millions de dollars canadiens pour un budget total de 16 millions de dollars canadiens sur les 5 ans de mise en œuvre. On remercie également nos 2 partenaires techniques qui étaient Humanité et Inclusion et FAWE, qui est le Forum des éducatrices africaines, qui sont venus appuyer le projet sur différentes thématiques, notamment l'inclusion des enfants et des filles en situation de handicap et le modèle des écoles sensibles au genre, la pédagogie sensible au genre avec FAWE. On remercie également les 6 partenaires de mise en œuvre du projet dont certains auront la chance de prendre la parole durant le panel pour vous présenter leur expérience dans le projet EduFemme. Donc, tout d'abord, le parcours d'une jeune fille à travers les approches du projet EduFemme, ça ressemblait à quoi? En fait, on est vraiment venu offrir un appui à la fois individuel et communautaire, comme vous avez vu dans la vidéo, pour appuyer les filles vers une réinsertion scolaire ou un maintien à l'école ou encore une formation professionnelle pour les filles un peu plus âgées pour lesquelles c'était plus difficile d'envisager un retour sur les bancs d'école. Donc, on est venu mettre 2 approches en place, celle du contrat social et du suivi individualisé. Je ne vais pas vous en parler en détail tout de suite car juste après moi, le professeur Kamouzindi va vous parler du modèle EduFemme et de ses principales approches. Donc, l'objectif d'abord était vraiment d'assurer la réintégration scolaire ou à la formation professionnelle. Ensuite, l'objectif était aussi d'améliorer la qualité de l'éducation offerte dans les écoles ciblées, aussi dans la formation professionnelle offerte, l'inclusion et la sécurité aussi des filles à l'école à travers notamment le modèle des centres d'excellence ou des écoles sensibles au genre. Et finalement, le projet visait également à renforcer la voix et le leadership féminin. Quelques résultats en chiffres, vous avez vu aussi dans la vidéo, donc on a
pu dépasser là, les attentes ou les objectifs qu'on s'était fixés en termes de résultats. On a pu contribuer à l'autonomisation de plus de 25 000 filles, adolescentes et femmes. Comment on a mesuré cette autonomisation-là? On avait développé avec les filles et les femmes elles-mêmes un index d'autonomisation qui est venu démontrer une meilleure estime de soi, une meilleure maîtrise du temps, une plus grande participation à la prise de décision, entre autres comme facteur d'autonomisation. Il y a aussi plus de 2800 filles adolescentes qui étaient soit non scolarisées ou déscolarisées, qui ont pu retourner sur les bancs d'école. Donc, ça a été un résultat très porteur du projet, duquel on est très fiers. Et également plus de 500 jeunes femmes qui ont été accompagnées en formation professionnelle et vers l'emploi ou l'entrepreneuriat. Finalement, dans les 24 écoles ciblées, ce sont 99% des enseignants et des enseignantes qui ont mis en œuvre des pratiques d'enseignement sensibles au genre grâce aux différents appuis du projet. D'autres résultats qu'on a pu constater qui sont vraiment venus changer là, la réalité des filles, des adolescentes et des femmes avec lesquelles on a pu travailler, ce sont l'amélioration de la confiance en soi, de l'estime de soi, un meilleur accès à l'éducation, à la formation professionnelle, une meilleure connaissance du droit à l'éducation, des droits liés à la santé sexuelle et reproductive et des enjeux de violence basés sur le genre. Également, une participation accrue à l'école et aux groupes et associations communautaires. Plus de temps pour les devoirs que pour les tâches ménagères, ce qui contribue évidemment à la réussite scolaire. Une plus grande liberté pour les jeunes femmes et les filles de mouvement dans les camps, à l'extérieur des camps, de mouvement en toute sécurité. Et finalement, un meilleur accès aux mécanismes de protection communautaire dans les communautés. Finalement, quelques impacts sur les communautés et les écoles. On a pu constater, ça a été vraiment un impact important du projet, moins de grossesses précoces et de violences sexuelles et basées sur le genre. Je pense que les partenaires vont pouvoir témoigner dans le panel, notamment dans les camps de réfugiés, il y avait un taux important de grossesses précoces qu'on a vu vraiment venir diminuer au courant des années de mise en œuvre du projet. Des écoles plus inclusives pour les filles, y compris en situation de handicap, comme vous avez vu dans la vidéo. Des jeunes filles et adolescentes qui se sentent en sécurité à l'école et plus libres d'étudier. Des communautés sensibilisées sur les droits à l'éducation et qui continuent de se mobiliser aujourd'hui. Une cohésion et une paix entre les communautés réfugiées et autres dans les 3 pays. Je crois que ça a été un point important du projet du fait de collaborer à la fois avec les communautés réfugiées et les communautés d'accueil dans les 3 pays pour s'assurer de ne pas créer de déséquilibre là, entre les appuis qui étaient offerts au niveau des 2 communautés pour s'assurer justement que le projet contribue aussi à la cohésion sociale. Et finalement, des jeunes filles et des parents qui se sont insérés professionnellement ou qui ont une activité professionnelle, puis gagnent un salaire pouvant subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc, il y a aussi des mamans qui ont été accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus afin de pouvoir assurer, être en capacité de payer les frais scolaires, par exemple, de leurs filles. Donc, ce sont tous des impacts dont on est très fiers et pour lesquels on remercie vraiment particulièrement le travail incroyable des partenaires, des équipes sur place dans les 3 pays, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc, voilà, ça va me faire plaisir de laisser la parole aux prochains intervenants qui vont pouvoir vous parler un peu plus concrètement là, des différentes approches et du modèle et du FAM qui a été déployé pour l'atteinte de ces résultats. Merci. Merci beaucoup, Florence. Alors, j'accueille à présent le professeur Kamuzinzi Masengesho, qui est un chercheur reconnu dans le secteur de l'éducation. Le professeur Kamuzinzi enseigne à l'Université du Rwanda depuis plus de 25 ans.
Il est titulaire d'un doctorat en éducation de l'Université catholique de Louvain et il a collaboré avec le projet EduFemme afin de capitaliser les approches du projet, notamment le contrat social et le suivi individualisé. Donc, il va nous présenter brièvement le fruit de son travail de capitalisation du modèle EduFemme. Bonjour. Bonjour. Vous me captez bien? Oui, on vous entend. Allez-y. Bonjour. C'est un plaisir de vous partager ma réflexion sur le modèle EduFemme que moi, personnellement, comme chercheur en éducation, j'ai trouvé très, très excitant. Je pense que je peux partager. Vous pouvez voir ma présentation? Oui, on voit bien. Ok, bien. Voilà, on m'avait demandé, je ne sais pas si c'est ce qui est prévu, de parler dans 3 minutes. Je pense que déjà dans le film, comme dans la présentation, on a parlé de 3 approches. Moi, je voudrais insister plus sur l'originalité de l'approche en disant, par exemple, que le contrat social dans le contexte des Grands Lacs, parce qu'il y a, c'est le premier, la première approche, c'est une manière vraiment nouvelle de travailler sur les questions de l'éducation qui engage à la fois les autorités publiques, les membres des communautés, et dans notre cas de figure, les membres des communautés hautes et les membres des communautés de réfugiés, ou des acteurs des ressources locaux unissent leurs efforts pour travailler et prennent la responsabilité de suivre tous les enfants qui ont des problèmes, les suivent auprès, en famille, à l'école, sur la route, sur le chemin de l'école, s'occupent de leur sécurité, de leur performance scolaire, travaillent sur les normes qui les empêchent d'accéder à l'école ou sur les barrières qui les font quitter l'école. À mon sens, c'est la première fois dans la région des Grands Lacs, en tout cas, qu'on trouve un tel engagement et de tels résultats. Premièrement, je pourrais vous dire que dans le contexte des Grands Lacs, je connais les 3 pays, c'est le modèle qui a réussi à endiguer les grossesses des mineurs à l'école. Tout simplement parce qu'ils travaillent à tous les niveaux, au niveau de l'école, au niveau de la famille, au niveau de la communauté, et que ce qui m'a surpris, c'est que ces acteurs connaissent ces enfants individuellement. Ça, c'est quelque chose de très important, associé au suivi individuel, où chaque enfant définit son plan chaque enfant pris en charge définit son plan de développement, définit son engagement et reçoit l'aide en fonction de son propre plan. C'est une individualisation qui à la fois table sur 2 choses, l'autoresponsabilité et l'engagement communautaire. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi noter. Maintenant, quand on va au voie leadership féminin, que beaucoup de gens critiquent, dans le contexte des sociétés patriarcales comme les nôtres, pourquoi vous vous occupez seulement des filles? Moi, c'était la première fois que je rencontre des filles, surtout les filles membres des clubs, qui ont changé complètement, qui quittent le statut de victime, se prennent en charge et apprennent à se défendre. Apprennent à se défendre jusqu'à se défendre contre les abus familiales, contre les abus communautaires, contre les abus des hommes, et qui sont capables de s'assumer. Moi, j'ai des cas de filles qui étaient complètement laissées pour compte et qui sont à l'université ici où je travaille, une université qui n'est pas très loin d'ici. Il y a un cas d'une fille qui passait la nuit à l'extérieur parce que son père ivrogne le chassait en disant les filles n'ont pas de valeur, et qui, après cet accompagnement, est arrivée jusqu'à l'université. Pour une fille qui a étudié dans les écoles d'éducation pour tous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ce qui concerne les centres d'excellence, je trouve que quand même ce qui est très, très intéressant ici, c'est d'avoir accepté de discuter des barrières qui apparaissent dans les institutions scolaires. Les barrières qui handicapent l'éducation, qui handicapent l'égalité entre les filles et les garçons, et des barrières qui continuent à perpétuer des idéologies inégalitaires dans l'accès, surtout dans le domaine de la science. Donc, tous ces éléments-là, je trouve que c'est des éléments très importants. Maintenant, vous pouvez lire, je n'ai pas le temps de lire toutes les
tous les éléments d'originalité, mais pour moi, il y en a 4. Le modèle travaille à tous les niveaux. Le modèle engage une diversité d'acteurs qui travaillent en synergie. Le modèle travaille sur les normes à la fois politiques, culturelles, psychologiques et sur le travail sur soi. Troisièmement, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'école comme un espace fermé. Même les parents, les membres des communautés sont capables de travailler à la transformation de l'école. Voilà, on m'avait dit qu'il faut parler pendant 3 minutes. J'espère que je n'ai pas dépassé, je pourrais continuer à argumenter si vous me donnez plus de temps, mais je pense que ce modèle ici est un modèle très porteur, est un modèle clairement qui est apprécié par les autorités publiques, par les membres des familles, par les enseignants, par les chercheurs, mais à ce stade, je peux dire que c'est un modèle qui a été expérimenté. Quand on dit le projet est fini, il n'a travaillé que dans 3 secteurs, en tout cas qui entourent le camp. Maintenant, tout le monde a bien vu, il y a des résultats. Je pense qu'il est très important de penser au scaling out, à l'extension du modèle, en utilisant ces ressources locales, notamment les membres des contrats sociaux, les membres des clubs, parce que c'est des gens qui ont développé une expertise importante. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai essayé de résumer ce qui m'est resté au cœur. Pour le reste, on peut continuer à partir des questions. J'ai vu que Danaï avait dit que nous avons perdu 15 minutes, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous remercie de participer à l'effort pour faire des interventions concises. C'est très apprécié. J'invite à présent Madame Cecilia Thompson, qui est spécialiste en égalité des genres et droits des femmes au CECI. Le CECI, en fait, a co-géré le projet du FAM avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et Cecilia souhaitait ajouter quelques mots sur le modèle du projet du FAM pour clôturer cette première partie du webinaire. Avant de vous laisser la parole, je voulais juste inviter les panélistes à ne pas parler trop vite pour permettre à l'interprète de pouvoir effectuer une traduction en simultané. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voudrais juste rappeler une citation de Nelson Mandela qui est particulièrement pertinente dans le cadre de ce projet. Et c'est « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Donc, comment est-ce que le projet a contribué à l'égalité de genre? L'égalité de genre en matière d'éducation vise à combler les écarts entre filles et garçons, femmes et hommes pour favoriser l'égalité des chances, des opportunités et des résultats. Et donc, comme on l'a vu, le projet, à travers la synergie, la collaboration de toutes les parties prenantes, témoigne que l'éducation au sens large ne se limite pas aux confins de l'école, dont l'impact se fait sentir au sein de la communauté et dans les familles. L'éducation est donc un vecteur de l'égalité de genre et l'égalité de genre a été un vecteur de l'éducation. Au travers de la complémentarité de ces 4 approches, telles qu'ils ont été présentées par le professeur Kamozinzi, le projet a contribué à la réduction des barrières aux inégalités. Les résultats auprès des filles, adolescentes et femmes sont les suivantes. Elles ont été déjà en partie présentées par Florence dans le cadre des résultats du projet, mais je voulais mettre juste l'accent sur quelques-unes. Donc, en général, 73% des femmes, des filles et des adolescentes estiment que le projet a contribué à réduire les inégalités dans les prises de décision au sein de la famille et de la communauté. Et de plus, et plus spécifiquement, les femmes et les filles ont réussi à exercer un meilleur et un plus grand leadership et à participer dans des instances décisionnelles. Donc, elles ont eu une plus grande influence dans les sphères familiales et publiques. Elles ont aussi une meilleure aptitude à influencer et prendre des décisions. Et ces décisions concernent vraiment des décisions personnelles, notamment le mariage, la poursuite des études, si oui ou non je veux poursuivre mes études, l'emploi du temps ou l'accès et le contrôle des ressources économiques, puisque le projet a mis à disposition l'opportunité à des femmes et des filles de s'engager dans des activités génératrices de revenus.
Et surtout, le projet a permis une amélioration du temps pour leurs devoirs et leçons à l'extérieur des heures de classe, qui est particulièrement important dans un contexte où les filles sont souvent en charge des tâches ménagères. Quelques exemples au niveau de la société. Donc, on voit une réduction des cas de violence basés sur le genre et ceci progressivement sur la période de la mise en œuvre du projet. Et tel que mentionné déjà, donc notamment des grossesses précoces. Dans beaucoup de régions, les grossesses précoces sont pratiquement à nul maintenant. Donc, ça, c'est une un beau résultat. Elles sont plus capables d'aller chercher de l'aide et du soutien en cas de violence basée sur le genre. Donc, elles vont parler, elles vont porter leur voix, elles vont s'assurer qu'il y a un référencement pour les BG. Elles se sentent aussi plus en sécurité depuis l'instauration du projet, notamment donc, dans leur communauté et les lieux environnants de l'école. Je vais m'arrêter là et juste dire en conclusion que pour chaque fille, EduFemme a démontré que l'éducation offre une voie de sortie de la pauvreté, de la dépendance et de la marginalisation. Merci. Merci beaucoup. Alors, la première partie de ce webinaire est à présent terminée et nous pouvons passer au panel qui s'intitule Au-delà des crises, le pouvoir de l'éducation et de la formation professionnelle des filles et adolescentes réfugiées dans la région des Grands Lacs africains. Alors pour ce panel, j'accueille 4 personnes expertes qui vont se joindre à nous. Je vais les présenter d'abord de manière assez brève, malgré je ne vais pas faire justice à leur profil. Toutes ces personnes ont des profils extrêmement complets. Et, je vais devoir me réduire dans ma présentation et puis ensuite on passera à la partie discussion. Alors, avec nous aujourd'hui, Madame Angélique Umuliza est la coordinatrice du projet EduFemme au Rwanda au sein de l'organisation ProFemmes, qui est un collectif des organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion de la femme, de la paix et du développement au Rwanda. Elle est experte en genre et en gestion des projets, avec plus de 17 ans d'expérience professionnelle dans les programmes de renforcement des capacités des femmes dans le leadership et de promotion des droits. Avec nous également Madame Claudine Mareba, qui est la chef, qui est chef de projet EduFemme en RDC à travers l'organisation Caritas Goma. Elle est licenciée en santé et développement communautaire de l'Université libre des Pays des Grands Lacs à Goma et dispose d'une très grande expérience en mobilisation des communautés sur le respect des droits des enfants et filles adolescentes, ainsi qu'en renforcement des capacités, en mise en œuvre des projets, conception et gestion des projets de développement communautaire autour de ces thématiques. Nous avons également avec nous Madame Félicité Munezero, qui est chargée de projet EduFemme au Burundi et travaille avec le collectif des associations et ONG féminines du Burundi, la CAFOB. Elle est licenciée en psychologie clinique et sociale et a travaillé dans d'autres organisations comme Caritas Burundi avant d'entrer au CAFOB dans le cadre du projet EduFemme. Et finalement, nous accueillons le professeur Yves Bertrand Djouda Fedio, qui est maître de conférence au département de sociologie à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Il est directeur exécutif du centre Research Action Consulting et consultant international en évaluation des projets de développement et en social and behavior change. Au sein du projet EduFemme, le professeur Djouda est responsable de mener l'évaluation finale du projet. Donc, je remercie à toutes ces personnes d'être présentes avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'ai une question pour Angélique Umuliza. Donc, comme on l'a vu plus tôt, en fait, l'un des résultats phares du projet EduFemme, c'est notamment la forte mobilisation des communautés, y compris des communautés réfugiées, autour de l'éducation et de la protection des jeunes filles et des adolescentes. Donc, alors que le projet se termine actuellement,
les membres des communautés, tant les réfugiés que les hôtes, ont assuré qu'ils continueraient à travailler avec les écoles et à veiller à ce que les filles et les adolescentes puissent retourner à l'école et se maintenir à l'école. Ce genre de mobilisation sur le long terme n'est pas forcément courant dans les contextes notamment de crise et de déplacement. Donc, Angélique, est-ce que vous pourriez nous expliquer, selon vous, quels sont les éléments du projet du FAM qui ont contribué, qui ont permis cette cohésion et suscité la collaboration renforcée entre les communautés réfugiées et les communautés hôtes? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste revenir sur le contexte de ce projet parce que là, nous avons exécuté le projet dans 3 zones. Et là, je pense qu'il y a quand même des éléments communs. Les réfugiés, quand ils sont venus, ils ont trouvé les communautés hôtes qui étaient là. Donc, cela veut dire qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Donc, tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient tous ensemble. Et je rappelle que ici au Rwanda, le cas de Mahama est le plus grand cas qui héberge pour le moment plus de 70 personnes donc, qui viennent de ces pays tout autour. Voilà, donc quand on a commencé le projet, donc nous sommes rendus compte que la communauté, que ce soit la communauté haute ou la communauté de réfugiés, ils avaient les mêmes enjeux, notamment les grossesses précoces et aussi l'éducation des filles. Les filles n'allaient plus à l'école. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé le projet, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire que ce soit dans la communauté haute ou bien la communauté des réfugiés, qui peut donner des solutions et aussi apprendre l'un de l'autre. Voilà, donc à titre d'exemple, dans ce projet, on a quand même exécuté 2 approches qui sont très fortes. Si je parle un peu de l'approche du contrat social, comme on a mentionné, en tout cas, là, il s'agissait de s'asseoir ensemble, de chercher des solutions d'abord, mais identifier d'abord quels sont les problèmes que nous avons. Voilà, il y a la communauté qui s'est assise ensemble, il y avait cette prise de conscience de se dire qu'est-ce qu'il y a comme un problème. Il y a la communauté qui s'est assise ensemble, de dire voilà, quel est le problème qui est là, quelle est la solution que nous pouvons amener. Il y a quand même l'implication de leaders aussi communautaires, pas seulement de la communauté, mais c'était tout ensemble, de la communauté haute, mais aussi la communauté des réfugiés. Donc, ils ont eu cette conscience qu'ils avaient vraiment un problème. Et voilà, pour trouver solution, il y a une création de communautés spéciales, ou je vais dire un comité du contrat social, là où on s'est assis ensemble, on a identifié les problèmes, on a cherché des solutions ensemble pour que les filles retrouvent l'école ou bien qu'il y ait une réinsertion scolaire des filles et des adolescentes. Et puis, à ce moment-là, il y a eu des comités. Quand je parle du comité de social, c'est-à-dire que c'est un comité qui chapeaute les agents de changement, soit le club, les réseaux aussi, les réseaux communautaires qui sont dans la communauté. Et ils se sont assis ensemble autour de ces comités. Ils ont signé un engagement où on appelle ça un contrat social. C'est-à-dire un contrat social, c'est un document qui est là, mais qui regroupe plusieurs enjeux et qui on a proposé des solutions. Voilà. En plus du contrat social, il y a aussi un recrutement des réseaux communautaires des femmes qui on appelle les relais communautaires, qui étaient chargés de visiter et de suivre les filles adolescentes déscolarisées pour les aider un peu à retourner et accéder aussi à l'école. Et ce qui était intéressant au niveau de ces projets des femmes, c'est que le comité du contrat social et relais communautaire, ils venaient toujours chercher des solutions ensemble, ils réfléchissaient ensemble. Donc, tout ce qui se faisait, c'était vraiment très étroite. Ce qui a amené à cette étroite collaboration, ce n'était pas seulement une collaboration, mais ça a amené aussi à une cohésion sociale. Donc, finalement, on ne sait plus dire, voilà, c'est la communauté haute, bien c'est la communauté réfugiée, mais ils partaient toujours ensemble. Donc, ils devraient mobiliser les communautés ensemble pour favoriser l'éducation de filles et la réduction des obstacles, notamment les violences basées sur le genre. Ils ont organisé les dialogues ensemble, donc les dialogues entre les femmes, entre les hommes, mais les hommes de la communauté haute, mais aussi les hommes de la communauté
des réfugiés. Donc, ils avaient quand même pu échanger des expériences pour qu'ils trouvent toujours des solutions ensemble. Pour le moment même, il y a toujours eu des plateformes, il y a des groupes WhatsApp où ils interviennent ou sans ou même avec l'appui d'un projet. Voilà, donc tout au long de la mise en œuvre de ces projets, les deux communautés ont toujours travaillé ensemble, que ce soit dans l'identification des obstacles, la mobilisation des communautés, à travers plusieurs campagnes, plusieurs sensibilisations. Cela veut dire que tous les mécanismes qui ont conduit à l'environnement favorable de ces projets, donc les femmes de la communauté, ils se sont impliqués beaucoup et il y a une amélioration même des relations entre hommes et femmes, à une réduction des violences basées sur les genres. Là, on a vu l'implication surtout des hommes dans la mise en œuvre de l'approche des masculinités positives. Là, on a vu vraiment l'implication même des jeunes qu'on appelait les groupes de patrouille, qui a aidé beaucoup à la réinsertion scolaire des filles et des adolescentes, où elles se disaient, c'est nos sœurs, c'est nos jeunes filles, ils doivent vraiment retrouver l'école. Donc, ça a aussi permis la sécurité de ces filles et des femmes. Mais aussi, il y a eu une collaboration vraiment qui était très étroite, qui a donné une cause commune à ces deux communautés. Voilà, je peux juste m'arrêter là pour cette question. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de vous arrêter, même si j'entends qu'on pourrait continuer à en discuter pendant très très longtemps. Et je remercie les panélistes pour leur apport et la richesse de leurs interventions. Je pense que on constate que le projet était fructueux. Et donc, ça fait plaisir à entendre. Je vais me tourner à présent vers Claudine Mariba, donc, qui a chapeauté le projet pour le volet RDC. Donc, cette mobilisation communautaire, le côté, la collaboration avec les écoles dont Angélique vient nous parler, aura permis au final à plus de 2800 filles et adolescentes de retourner à l'école. Et puis d'autres ont également été accompagnés à la formation professionnelle et ont pu renforcer leur pouvoir économique. Donc ça, c'est parmi les résultats qu'on a constatés. Claudine, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre perspective, votre point de vue? D'après vous, quels sont les aspects du projet qui ont permis à ces filles et ces adolescentes réfugiées en situation de vulnérabilité de réintégrer l'école ou d'accéder à la formation professionnelle? Quels ont été les ingrédients clés selon vous? Claudine, êtes-vous là? Merci beaucoup. Oui, je suis là. Merci beaucoup et bonjour. Je vais vous parler beaucoup plus de 3 points qui nous ont facilité à réintégrer les filles et adolescentes. Le premier élément, c'est l'approche du suivi individualisé, l'accompagnement individualisé. Angélique l'a bien mentionné brièvement, mais la façon dont nous avons collaboré avec les communautés a été une des clés du projet. En particulier, c'est le suivi individualisé qui a vraiment permis aux filles de réintégrer et intégrer l'école primaire ou secondaire et aussi, sans oublier les centres de rattrapage scolaire. En RDC, nous avons eu à identifier 30 femmes relais communautaires. Il y en avait 20 qui étaient de la communauté réfugiée et 10 qui étaient de la communauté haute. Parce que selon la démographie du village de Lucenda, les réfugiés sont plus nombreux que ceux de la communauté haute. Les 30 relais communautaires ont contribué à identifier les filles qui étaient vulnérables. Elles ont été formées sur l'approche du suivi individualisé et des notions sur les féministes et ont accompagné les filles adolescentes vulnérables déscolarisées en accentuant les visites régulières à l'école et à la maison. Les filles ont été écoutées en fonction de leurs besoins tels que le professeur l'a dit. Elles ont été aidées et orientées soit vers l'école,
soit vers la formation professionnelle. Par exemple, beaucoup de filles ne pouvaient pas payer les frais scolaires ou se doter de kits scolaires. Pour les maintenir à l'école, le projet les a dotés de kits scolaires, assurant les frais scolaires aussi. D'autres adolescentes plus âgées voulaient pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Elles ont alors été orientées vers des formations à partir des filières existantes localement, comme la boulangerie, la coupe-couture, la mécanique, l'automobile, la savonnerie, la coiffure hommes et femmes, la vannerie, le tricotage ou aussi le maraîcher. De ces filières identifiées localement, chacune d'elles a choisi celle qu'elle s'est sentie capable d'apprendre. Les maîtres artisans ont eu à intéresser les filles pour le choix de la filière. Signalons que sous l'accompagnement des membres des suivis de contrats sociaux, les relais communautaires et animateurs terrain, les filles déscolarisées, celles qu'on a toujours dit mères célibataires, ont choisi chacune un métier selon son choix. Alors, cette filière identifiée telle que je vous l'avais annoncé, et nous avons été appuyés par l'INPP, c'est un institut national de préparation professionnelle, là où les filles ont obtenu même le certificat de fin de formation qui a duré 6 mois. Ces filles ont bénéficié des kits de réinsertion, ce qui leur a permis de mettre en place leur plan d'affaires selon le regroupement et par filière. Elles témoignent qu'elles se sentent considérées dans leur famille et dans les communautés et leur estime de soi rehaussée. On n'a pas beaucoup de temps pour vous partager les témoignages, mais les témoignages sont vraiment émouvants. Le deuxième élément dont je veux vous parler est tout le travail qui a été fait pour soutenir ces filles adolescentes qui sont retournées à l'école. Entre autres, le rattrapage scolaire, soutien scolaire, passage au secondaire. Donc, il y a des filles déscolarisées qui avaient abandonné autant d'années à l'école primaire et qui étaient vraiment exposées à des abus et des violences. Nous les avons vraiment identifiées avec l'appui des relais communautaires et membres de contrat social et nous les avons encadrées avec l'apport de la division des affaires sociales et l'inspecteur chef de poule du primaire. Ces filles ont intégré les centres de rattrapage scolaire, dont 1800 enfants, 1336 filles, tous avides de connaissances et de perspectives d'avenir. Le programme de rattrapage scolaire que nous avons mis en place n'est pas un simple copier-coller du système traditionnel. Non, c'est une approche sur mesure conçue pour répondre aux besoins spécifiques de ces jeunes filles en soif d'apprendre. Les enseignants encadreurs de rattrapage sont formés aux méthodes pédagogiques sensibles au genre, de l'utilisation et exploitation du programme national de rattrapage scolaire, mais aussi à la protection de l'enfance. Pour toute la durée du projet, les filles adolescentes ont suivi un parcours de rattrapage sur mesure des niveaux primaires. Et les résultats sont là. À la fin du programme, elles sont aujourd'hui capables de passer l'examen national de fin d'études primaires et de réintégrer le cycle secondaire aux côtés de leurs pairs. Donc, le projet a aussi aidé à payer les frais liés à la participation d'examens de fin de cycle primaire. Et le troisième élément, enfin, qui a vraiment permis une bonne réinsertion scolaire, a été tout le travail réalisé pour renforcer de l'environnement scolaire. Donc, il y a eu la formation sur la pédagogie sensible au genre, les réhabilitations des bâtiments et la mise en place des espaces sûrs pour les enfants. Et vous allez vous imaginer au début de notre projet,
les filles étaient assises par terre, tandis que les garçons occupaient les rares pupitres disponibles. Parce qu'il y a eu un décret présidentiel qui avait dit que l'école primaire serait gratuite. Alors, il y avait un engouement des élèves dans les écoles. Une image qui reflétait non seulement le manque de ressources, mais aussi le poids écrasant des traditions discriminatoires. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Notre première action a été simple, mais puissante. Fournir des pupitres. Ce geste, en apparence anodin, a été le premier pas vers l'élimination des obstacles sexo-spécifiques dans l'éducation. Soudain, les filles et garçons pouvaient s'asseoir côte à côte sur un pied d'égalité. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Les salles de classe ont été réhabilitées, telles que je vous l'avais annoncé avant, et rendues plus accueillantes et fonctionnelles. Et puis, innovation majeure, nous avons créé des espaces conviviaux spécialement conçus pour les filles. Ces lieux équipés selon les besoins exprimés par la communauté scolaire elle-même à travers les diagnostics participatifs sont devenus des arbres de paix et d'apprentissage. Mais nous savons que les meubles et les réhabilitations seuls ne suffiraient pas. C'est pourquoi nous avons fait appel à nos partenaires de FAWE. Ensemble, nous avons lancé une véritable révolution pédagogique. Enseignants, directeurs d'école, techniciens de l'éducation, tous ont été formés à une pédagogie sensible au genre. Notre objectif, transformer chaque école ordinaire en un véritable centre d'excellence où chaque enfant, fille ou garçon, pouvait s'épanouir pleinement. Enfin, conscient que l'enseignement de qualité passe aussi par des outils adéquats, nous avons fourni aux écoles des manuels et du matériel didactique. Ces ressources sont venues compléter notre approche holistique visant à créer un environnement éducatif véritablement équitable et stimulant. Aujourd'hui, quand je visite ces écoles, je ne vois plus des filles assises par terre, je vois des salles de classe vivantes où les filles et garçons apprennent ensemble dans le respect mutuel. Je vois des enseignants passionnés utilisant des méthodes inclusives. Je vois l'avenir d'une société plus égalitaire qui se construit jour après jour dans ces écoles transformées. Merci. Merci beaucoup, Claudine. Je voudrais me tourner à présent vers Félicité Munezero, qui est chef de projet au Burundi pour les femmes. Alors, je voudrais qu'on parle en fait, j'ai une question au sujet de, donc au-delà de l'indicateur principal qui est celui du retour à l'école, on a également d'autres indicateurs qui nous démontrent que le projet a réellement contribué à renforcer l'autonomie des adolescentes, leur leadership. Les résultats montrent que les filles, les adolescentes et les femmes ont davantage confiance en elles. Elles participent davantage dans les associations, les activités éducatives. Elles ont plus de pouvoir décisionnel. Elles ont également plus de connaissances sur leurs droits sexuels, entre autres. Donc, Félicité, je voulais vous demander si vous pouviez nous donner quelques exemples d'activités qui ont permis d'atteindre ces objectifs. Donc, renforcer le leadership, le pouvoir décisionnel, la protection des jeunes filles réfugiées, pardon. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravie de vous présenter les activités clés qui ont permis de renforcer le leadership féminin et l'autonomie personnelle des filles adolescentes dans nos communautés grâce au projet EduFemmes. Premièrement, nous avons fait beaucoup de formations à l'égard des femmes et des filles sur le leadership féminin, aussi sur les droits des femmes, parce que nous avons constaté que les filles et les femmes ignoraient les droits et on a essayé de renforcer les capacités sur les droits des femmes pour que les femmes aussi puissent se sentir à l'aise quand elles participent aussi dans des activités
comme les hommes. Donc, ces femmes ont été formées et sensibilisées sur les droits des femmes. Et en fait, ces femmes ont été transformées en leaders communautaires ou bien agentes. Puis, elles sont retournées pour former et sensibiliser les autres sur ces mêmes droits. Alors, il y a aussi les membres des clubs des filles qui ont été formés sur le leadership féminin aussi, mais c'est tout sur la prise de parole en public. Ce qui a permis que pour le moment, dans les écoles, 30 filles sur 33 sont des délégués de classe, alors qu'auparavant, on n'avait qu'une dizaine dans une école. Il y a aussi la formation sur la santé sexuelle et reproductive qui a considérablement réduit les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. On a passé de 7 cas à 0 cas jusqu'à la fin du projet. Les résultats de ces activités que nous avons menées nous ont montré que on a vraiment beaucoup réalisé et surtout on a des impacts significatifs de ce projet. Et puis, nous avons aussi impliqué les hommes parce que on ne peut pas arriver à un changement durable sans toutefois impliquer les hommes. C'est ainsi que nous avons formé aussi les hommes et les garçons sur la masculinité positive pour que les garçons puissent partager les activités avec les filles à la maison, afin que les filles aussi trouvent le temps de faire leurs études. Et ce qui a aussi diminué les échecs dans les écoles pour les filles et les abandons scolaires. Il y a aussi le suivi individualisé. Le suivi individualisé, comme vient de le dire Claudine, qui a été vraiment une approche qui a beaucoup aidé dans l'accompagnement des filles pour qu'elles se sentent aussi à l'aise en répondant justement aux besoins spécifiques. On n'a pas pris les filles dans la globalité, nous avons pris les problèmes de ces filles spécifiquement. Donc, chacune a été prise dans son individualité. Et cela aussi a montré que ça a permis de rehausser l'estime de soi. Parce que la fille qui a été victime d'une violence quelconque et qui se sent accompagnée et dans la confidentialité totale, garde toujours son estime de soi. Elle croit toujours qu'elle est la même, qu'elle n'a pas changé. Et cela aussi, à cela, nous avons beaucoup de témoignages. Il y a une fille qui a été victime des normes culturelles où son papa et sa marâtre l'ont empêché d'aller à l'école, à lui refusant de lui donner le matériel scolaire. Mais la fille a persisté et elle est venue au bureau pour demander l'appui et nous l'avons accompagnée. Et maintenant, elle vient de terminer les humanités. Et elle attend encore d'aller à l'université. Malheureusement, elle n'a pas eu la note exigée pour aller à l'université du Burundi, mais quand même, elle a la note pour l'institut. Un autre exemple que je peux donner, c'est pour une femme qui s'est pu et qui a participé dans les élections dans les institutions judiciaires collinaires et elle a eu quand même le poste de présidente, alors qu'avant, on n'avait même pas une personne qui participait dans cette institution étant une femme. Merci.
Merci beaucoup, Claudine. Alors, je vais laisser la parole à notre dernier panéliste, le professeur Yves Bertrand Giuda Fuggio. Votre firme a été embauchée il y a plusieurs mois pour réaliser l'évaluation finale du projet. Le rapport sera d'ailleurs bientôt rendu accessible. Je voulais savoir si vous pouviez brièvement nous rendre les principales conclusions de votre rapport, mais aussi les recommandations incluses dans cette évaluation finale. Allez-y. Ok, merci beaucoup pour la parole donnée. C'est un réel plaisir pour moi cet après-midi de partager l'essentiel du travail d'évaluation que la Fondation et le CECI nous a confié. Je vais aller véritablement à l'essentiel de ma présentation, sans revenir sur le contexte du projet et du FAM, puisque les présentateurs antérieurs l'ont si bien souligné. Je vais revenir sur des aspects de l'évaluation qui sont liés notamment aux critères qui ont orienté cette évaluation finale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors oui, on vous entend. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ok, merci beaucoup. Donc, en fait, pour cette évaluation finale qui nous a été confiée, l'objectif était pour nous surtout simplement de vérifier si les objectifs fixés par le projet EduFam ont été atteints et déterminer surtout les effets positifs et négatifs, les effets prévus ou imprévus, les effets directs ou indirects qui ont en réalité été entraînés par le projet EduFam. Donc, en réalité, il s'est agi pour nous de voir véritablement dans quelle mesure le projet a réellement amélioré l'autonomisation des filles, des adolescentes et des femmes victimes des conflits, notamment les réfugiés, les déplacés internes, etc. Donc, pour faire ce travail, nous avons bien évidemment, en tant qu'évaluateurs, respecté les critères d'évaluation qui sont valorisés sur le plan international. Donc, il fallait bien évidemment analyser le projet EduFam en considérant les critères liés à sa pertinence, les critères liés à la cohérence du projet, les critères liés à l'efficience même du projet, les critères liés à l'efficacité du projet, les critères liés à l'impact du projet, les critères liés bien évidemment à la durabilité du projet. Donc, à ces critères essentiels qui sont bien évidemment les critères standards de l'OCDE, nous avons donc effectivement ajouté aussi d'autres critères transversaux, notamment les critères liés au genre, et les critères liés notamment au partenariat et à la collaboration. Donc, je pense que dans la diapositive qui est affichée, il faut aller à la diapositive 4, où je présente bien évidemment les critères d'évaluation. Donc, j'insistais donc que les critères qui ont été considérés dans le cadre de cette évaluation ont intégré les critères liés à la pertinence du projet EduFam, les critères liés à l'efficience du projet, les critères liés à la cohérence du projet, à l'efficacité des résultats, aux impacts, à la viabilité, mais nous avons également intégré des critères transversaux qui étaient ceux liés notamment au partenariat, les diapositives suivantes, à la gouvernance, les critères liés à l'égalité du genre, les critères liés à l'inclusion, la prise en compte du handicap, etc. Donc, globalement, pour revenir aux principales conclusions de l'évaluation, diapositive suivante. Donc, en réalité, pour considérer le premier critère de l'évaluation, allons à la diapositive 6. Donc, nous avons globalement constaté à partir des résultats de terrain que le projet EduFam était pertinent et cohérent. En réalité, nous avons analysé cette pertinence en considérant bien évidemment l'adéquation des objectifs du projet avec les priorités
national en matière d'éducation. Nous avons également analysé la pertinence du projet en considérant bien évidemment les objectifs qui étaient ceux de la Fondation, ceux du CECI et ceux de l'AMES. Donc en réalité, on voit très bien que sur le plan international, le projet EduFemme a réellement répondu à une pertinence avérée en épousant aussi bien évidemment les objectifs du développement durable, notamment les objectifs du développement durable 4 et 5. Donc le projet a eu un impact positif sur l'autonomisation des filles, des adolescentes réfugiées par l'éducation. Le projet globalement, nous sommes à la diapositive 6, le projet globalement a atteint ses résultats à tous les niveaux, qu'on considère par exemple les aspects des résultats liés à la communauté, les aspects des résultats liés aux réfugiés, les aspects des résultats liés au leadership. En réalité, on voit très bien que le projet EduFemme a réellement répondu aux attentes des bénéficiaires. Et l'une des choses que nous avons également constaté à la suite de cette évaluation, c'est surtout la pertinence ou l'adéquation finalement des approches qui ont été mobilisées par le projet EduFemme. Les présentations antérieures sont revenues notamment sur la pertinence du contrat social, sur la pertinence du modèle du suivi individualisé, sur la pertinence de l'approche éducative sensible aux gens. Donc, sur le terrain, on voit très bien que ces différentes approches ont réellement contribué à l'atteinte des résultats du projet EduFemme. Nous avons également constaté auprès des différentes communautés bénéficiaires que l'on se retrouve par exemple à Mama, que l'on se retrouve à Lucenda, que l'on se retrouve à Kinama. On voit très bien que les bénéficiaires ont plutôt très bien accueilli le projet. Sur le plan même de la durabilité, nous avons par exemple noté que jusqu'à 82% des filles, des adolescents et des femmes pensent que le projet EduFemme pourra continuer même sans les organisations de mise en œuvre. Donc on voit très bien qu'il y a eu une grande implication des acteurs locaux et des autorités qui en réalité ont contribué à renforcer davantage l'efficacité des résultats du projet sur le terrain. Mais nous allons insister dans le cadre de cette évaluation, surtout sur des aspects que nous avons appelés les effets potentiellement transformateurs. En réalité, qu'est-ce que nous avons constaté lié au projet EduFemme comme effet potentiellement transformateur? Nous avons premièrement constaté que désormais, dans les trois contextes, on va vers une éducation équitable pour la fille comme pour les garçons, parce qu'en réalité, on a bien constaté que auparavant, avant le projet EduFemme, l'éducation du jeune garçon était prioritaire par rapport à celle de la jeune fille. Donc aujourd'hui, il y a eu réellement un changement de mentalité. Nous avons également constaté que la formation professionnelle a contribué effectivement à renforcer davantage l'insertion sociale des femmes dans leurs différents contextes. Nous avons noté dans les différentes écoles qui ont été visitées, nous avons visité pratiquement les 24 écoles et on voit très bien qu'il y a eu des infrastructures qui ont été initiées, qui ont été renforcées, les rampes qui ont été initiés dans les écoles, les équipements de laboratoire scientifiques. Et il faut insister sur ce résultat parce que nous avons, par exemple, constaté dans les écoles qu'auparavant, dans les filières scientifiques, il y avait une quasi-absence de la présence de la jeune fille. Donc désormais, dans les écoles, dans les classes scientifiques, on voit très bien une présence de la jeune fille et les enseignants ont insisté là-dessus en montrant ou bien en présentant des résultats qui montrent même très bien que la jeune fille, elle est désormais même parfois plus performante que le jeune garçon. Donc, ces résultats sont avérés sur le terrain. Nous avons également retenu, à partir des résultats de terrain, qu'il y a réellement dans les trois contextes, dans les trois pays, une diminution remarquable des violences basées sur le genre. Les présentations antérieures sont revenues là-dessus. Et les enfants en situation de handicap sont davantage inclus dans les activités éducatives et sociales. Et là également, c'est un résultat important que nous avons constaté sur le terrain parce que nous avions les informateurs, les communautés nous ont fait comprendre qu'auparavant, les enfants en situation de handicap étaient dans la plupart des cas, par exemple, cachés dans les maisons.
ils n'étaient pas exposés. En réalité, ils étaient davantage marginalisés. Et le projet EduFemme a réellement contribué effectivement à sortir ces enfants de la marginalisation et on les trouve désormais dans les différentes écoles qui ont été visitées. Nous avons également constaté comme résultat potentiellement transformateur une contribution significative du projet à la résilience du système éducatif et dans les communautés des 3 pays. Parce qu'en réalité, en discutant avec les différents enseignants qui ont insisté sur le renforcement de capacités dont ils ont bénéficié, ils ont estimé qu'aujourd'hui, en matière pédagogique, ils ont carrément changé leur façon d'enseigner. Ils prennent désormais les aspects de la pédagogie liés au genre. En réalité, ils considèrent désormais effectivement dans leur classe la présence de la jeune fille. Et ça, c'est des aspects de résultats qui ont été considérés comme étant des effets potentiellement transformateurs. Nous avons également noté comme effet potentiellement transformateur une augmentation des taux de scolarisation et une présence importante des filles dans les filières scientifiques, je l'avais dit auparavant. En réalité, il faut souligner que grâce au projet EduFemme, si il y a 5 ans, on avait une faible présence de la jeune fille dans les écoles, aujourd'hui, on a finalement des classes qui sont plutôt même bondées. En réalité, il y a même désormais un défi important qui va consister effectivement à voir comment améliorer davantage les conditions d'accueil dans les classes parce que finalement, on a une présence de la jeune fille fortement remarquable dans les classes. Donc, nous avons également constaté comme résultat potentiellement transformateur que les formations sur le leadership, le genre et le handicap et les droits de la personne ont transformé positivement les mentalités. Ça, c'est des résultats forts qui se dégagent des données de terrain. Nous avons également constaté, et ça, c'est un résultat important qui n'était pas forcément celui recherché par le projet EduFemme, mais ce résultat est celui de la cohésion sociale et de la mixité sociale qui est désormais observé dans les camps et dans les communautés. En réalité, finalement, le projet EduFemme, à travers les différentes approches de contrat social, puisque dans les comités de contrat social, en réalité, on a constaté qu'il y a effectivement une intégration à la fois des membres issus de la communauté d'accueil et des membres issus effectivement des groupes réfugiés. Donc finalement, le projet EduFemme a eu à ce niveau un effet pervers plutôt positif en contribuant effectivement à renforcer plutôt davantage la cohésion sociale. Dans le contexte, par exemple, de Lucenda, nous avons d'ailleurs rencontré les responsables du CNRA qui, en réalité, ont insisté sur le fait que le projet EduFemme a finalement renforcé la paix sociale dans ce contexte-là. Donc, nous avons également constaté que dans les 3 pays, il y a une montée visible et socialement acceptée ou admise du leadership féminin. Parce qu'en réalité, on voit très bien que les femmes qui ont bénéficié des AGR sont désormais encouragées et soutenues par leurs partenaires. Et ça, c'est également des aspects potentiellement transformateurs importants qui ont été notés. Nous avons également, pour terminer, souligné qu'il y a eu une meilleure estime professionnelle des partenaires de mise en œuvre. Donc, nous avons constaté qu'auprès des acteurs de mise en œuvre, en réalité, non seulement ils se sont appropriés le projet, mais ils ont ressenti aussi une valorisation du projet de la part du partenaire Canada ou de la part des bailleurs de fonds. Ça également, c'est quelque chose de fort que nous avons noté. Les bonnes pratiques liées aux lieux de convivialité dans les écoles, appelés les espaces sûrs pour les jeunes filles, en réalité, c'est aussi une innovation du projet EduFemme qui est fortement remarqué sur le terrain et qui est fortement valorisé par les acteurs sur le terrain. On peut aussi insister sur le fait qu'en réalité, les filles et les femmes entrepreneurs sont connues dans leur environnement désormais comme étant de véritables success stories, cité comme ayant révolutionné positivement la place de la jeune fille dans l'imaginaire social. Ça également, ce sont des aspects importants qui ont été notés. Puisque nous n'avons pas assez de temps pour insister sur certains aspects, on va aller rapidement pour quelques recommandations. En réalité, ici, en termes de recommandations, nous avons estimé au terme de cette évaluation finale
qu'il faudrait envisager nécessairement un renforcement du plaidoyer et du partenariat. En réalité, il conviendrait de renforcer le plaidoyer auprès des acteurs institutionnels pour une meilleure appropriation des approches et des acquis du projet et du FAM. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons également noté qu'il conviendrait de faire un plaidoyer pour l'intégration des approches du projet et du FAM au sein des systèmes éducatifs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, à partir de cette évaluation, on voit très bien que la pertinence ou bien la valeur des différentes approches mobilisées par le projet et du FAM, en réalité, présente un intérêt avéré et il serait extrêmement important d'envisager des plaidoyers qui pourraient encourager les acteurs institutionnels à capitaliser véritablement ces approches dans leurs différents systèmes éducatifs. Nous avons également suggéré qu'il conviendrait de faire des plaidoyers auprès des décideurs, des partenaires pour une meilleure allocation des ressources aux actions liées à l'éducation de la fille, aux questions liées à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Ça, c'est également très important. Mais pour terminer, en termes de recommandations, nous revenons surtout sur la dimension de la participation communautaire, parce qu'en réalité, il faut bien le souligner, et les présentations antérieures l'ont si bien montré. En réalité, tout s'est joué dans le cadre du projet et du FAM au niveau de la communauté, au niveau de l'engagement communautaire. En réalité, c'est un projet qui a eu l'avantage d'être centré non seulement sur une approche holiste, mais davantage sur une approche centrée véritablement sur les communautés. Et nous pensons que, puisqu'il s'agit des défis liés au changement de comportement, en réalité, au bout de 4 ans ou au bout de 5 ans, on a atteint des résultats extrêmement importants, mais nous insistons sur le fait qu'il s'agit des changements de comportement, et en matière de changement de comportement, il y a véritablement un intérêt à renforcer davantage les acquis, à travailler davantage sur les acquis pour pouvoir les consolider et en réalité éviter des rechutes de comportement. Donc nous allons terminer à ce niveau. On aura peut-être 1 ou 2 minutes pour échanger. Je termine sur quelques images de terrain, diapositives suivantes, quelques images de terrain qui montrent des AGR ou bien qui montrent certains aspects du projet. Donc, je voudrais m'arrêter là. On aura sans doute 1 ou 2 minutes pour revenir sur quelques points essentiels de notre présentation. Encore une fois, je voudrais dire merci au projet et du FAM. En réalité, c'est un projet qui a finalement confirmé ou consacré le pouvoir de l'éducation et de la formation professionnelle dans le processus d'autonomisation des filles, des adolescentes et des femmes. Et je pense que c'est désormais, les acquis du projet montrent que c'est désormais une opportunité qu'il conviendrait d'étendre dans d'autres pays des Grands Lacs ou dans d'autres pays africains. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves Bertrand pour cette présentation très instructive. Donc nous arrivons à la fin de ce panel. Je remercie toutes les personnes qui ont pris la parole pour ces échanges très riches. Et on a peut-être quelques minutes pour une période de questions-réponses. On a 2 questions qui nous ont été posées. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou utiliser la fonctionnalité questions et réponses dans la fenêtre Zoom. Donc, je demanderai aux intervenants de répondre le plus brièvement possible pour que l'on puisse clore l'événement dans les temps. On a une première question d'André-Marie Choitieux qui demande comment on mesure de façon rigoureuse l'amélioration de la confiance en soi. Alors ça, ce serait peut-être une question pour Yves Bertrand, justement, si vous pouviez nous expliquer quelles sont les méthodes d'évaluation de la confiance en soi. Yves Bertrand, allez-y. Il faut y aller. Donc, merci beaucoup pour cette question. En réalité, il faut le souligner dans le cadre du projet et du FAM. On a eu l'avantage qu'auparavant, effectivement, le projet
a défini un ensemble d'index d'autonomisation qui, en réalité, ont été suivis au cours des différentes années de projet. Et parmi ces index d'autonomisation, il y avait effectivement des aspects liés à l'estime de soi, les aspects liés à la capacité de pouvoir agir individuellement ou collectivement. Donc, c'est des aspects qui ont été réellement documentés tout au long du projet. Mais dans le cadre de l'évaluation que nous avons menée, nous avions également la possibilité, cette fois-ci, de collecter davantage qualitativement, parce qu'il faut le souligner, nous avons, dans le cadre de l'évaluation, mobilisé l'approche quantitative et l'approche qualitative. Et pour ce qui est de la mesure qualitative de la confiance en soi, nous avons collecté un ensemble de récits de terrain. Les récits de terrain sont nombreux, les témoignages de terrain sont nombreux et qui, en réalité, montrent que les jeunes filles, désormais, s'expriment davantage avec beaucoup plus de rassurance. Vous entrez dans une classe et vous êtes surpris, par exemple, de constater que on a, par exemple, des chefs de classe qui sont des jeunes filles désormais et qui, en réalité, même en présence de l'évaluateur, prennent la parole et vous disent réellement, avec manifestement beaucoup de confiance réellement, ce qu'elles pensent de la gestion de la classe, ce qu'elles pensent des droits des filles, ce qu'elles pensent de certaines questions qui, en réalité, pourraient être même considérées comme étant des questions sensibles. Donc, du point de vue qualitatif, nous avons eu suffisamment d'éléments qui nous ont permis de documenter ces aspects et qui, en réalité, peuvent être aussi bien documentés à partir des index d'autonomisation que le projet a suivi durant les 5 années. Merci. Merci beaucoup Yves Bertrand. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de ce webinaire. Je vais devoir arrêter cette période de questions-réponses à présent. En fait, je vous invite, si vous avez davantage de questions à réponses, à les inscrire tout de même dans le chat et puis on essaiera d'y répondre dans les prochains jours. Alors, pour terminer, je voudrais laisser la parole à Dafine, représentante légale de la concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs. Elle est diplômée en sciences commerciales et en développement rural et elle est experte en gestion organisationnelle des activités économiques et mise en place des micro-entreprises. Elle jouit d'une expérience de 30 ans au sein des mouvements féminins du Nord Kivu, mais aussi au niveau national en RDC, au niveau régional et également à l'échelle du continent. Le prix Femmes, Paix et Sécurité lui a été décerné en 2020 par la Commission de l'Union africaine. Alors, je vous invite à prendre la parole pour ces mots de clôture. Bonjour. D'abord, à dire merci. Merci pour la présence de tout le monde à ce webinaire. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons suivi les activités, les événements de clôture des projets EDIFAM. Vraiment, nous avons eu à tirer beaucoup de leçons. C'est pourquoi nous disons merci. Merci aux Affaires mondiales Canada pour cet appui au projet d'éducation des filles. Mais aussi, merci au consortium pour gérer la joie et ceci Canada pour avoir appuyé techniquement et financièrement les projets, les activités, mais aussi les associations qui se sont engagées à porter du matin au soir, à porter les approches et faire atterrir les projets. Et donc, c'est avec satisfaction que nous disons que nous pouvons clore ces webinaires et disons merci beaucoup à tout le monde, mais qu'OCAFEM GEL tient à ses engagements de continuer avec les plaidoyers, mais aussi à pousser
les pays, les gouvernements à s'investir dans l'éducation des filles et je vous remercie. Merci beaucoup, Joséphine, pour ces bons mots. Alors, je remercie toutes les intervenantes, tous les intervenants pour leur participation aujourd'hui. Je remercie également les personnes présentes dans le public pour leur participation. Ce webinaire marque la clôture officielle du projet EduFemme, mais nous espérons que son impact continuera à se faire sentir dans les communautés concernées. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.